Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle aussi le TDAH, est un problème neurologique qui peut entraîner des difficultés à moduler les idées, ce qui donne de l'inattention, les mouvements, ce qui entraîne de la bougeotte, les comportements, d'où l'impulsivité associée, et aussi, à l'occasion, des difficultés à moduler les émotions, ce qui peut donner de l'hyperréactivité émotionnelle. Le traitement du TDAH commence d'abord par confirmer le diagnostic. Ensuite, on peut identifier les symptômes, mais surtout les impacts du TDAH, ce qui permet de mettre en place les stratégies qui vont permettre à la personne de mieux développer son potentiel. Dans ce contexte-là, c'est très important d'aller s'informer et d'aller chercher du support. Il existe des groupes d'entraide spécialisés au niveau du déficit de l'attention et ça vaut la peine de connaître ceux de notre région et d'aller les consulter. Adapter fait partie du quotidien de la personne qui a un déficit d'attention. Il faut adapter son environnement, adapter la façon qu'on aborde la tâche, adapter son mode de vie et tout ça va permettre de réduire les impacts du déficit d'attention. Un cerveau en forme fonctionne mieux, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut bien manger, dormir suffisamment, faire de l'activité physique, avoir du plaisir. Ces conseils-là sont bons pour tout le monde, mais quand tu as un déficit d'attention, c'est essentiel d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça fait partie du traitement du déficit d'attention. La personne qui a un déficit d'attention doit mettre énormément de temps et d'énergie pour compenser pour son déficit d'attention. Il faut considérer le cerveau TDAH comme un sprinter qui est pris pour courir un marathon. Ça veut dire qu'il doit courir, prendre des pauses, courir. Au niveau de la tâche, ça veut dire on prend une grande tâche qui est longue et on la découpe par étapes. Travail, pause, travail, pause. Ça permet au cerveau qui a un TDAH de mieux fonctionner sur une tâche à long terme. Quand on a un déficit d'attention, c'est très important de savoir bien s'entourer. Nos proches, comme nos parents, le conjoint, la conjointe, nos amis, peuvent devenir d'excellents coachs en autant qu'ils connaissent bien c'est quoi le déficit d'attention et quelles sont les stratégies qui peuvent être efficaces pour aider la personne qui a un déficit d'attention. Dans certains cas, ce ne sera pas suffisant et à ce moment-là, on a besoin d'aller chercher une aide spécialisée. Il existe des intervenants qui ont une formation pour aider la personne qui a un déficit d'attention, quel que soit son âge. Les interventions peuvent être aussi bien en milieu scolaire ou encore au niveau du travail ou dans le quotidien. Le type de spécialiste qu'on peut aller voir, ça peut être un psychologue, un ergothérapeute, un éducateur spécialisé, un psychoéducateur. Il y a plusieurs types de professionnels qui peuvent aider la personne qui a un déficit d'attention à mieux vivre avec son TDAH. La mise en place de stratégies adaptatives implique ce qu'on appelle un fardeau compensatoire. Comment ça coûte pour compenser pour ton déficit d'attention? Il y a des situations où est-ce que malgré tous les efforts, malgré toutes les stratégies qu'on met en place, c'est pas suffisant. Le cerveau n'arrive pas à bien compenser et à ce moment-là, le médecin peut proposer la mise en place d'un traitement médical, une médication, pour aider à réduire les symptômes du déficit de l'attention. La médication pour le déficit d'attention agit un peu comme une paire de lunettes biologiques pour le cerveau qui lui permet à mieux faire le focus. Si on garde la même analogie, quand je porte des lunettes pour lire, ça me permet de voir les lettres, ça ne lit pas le texte à ma place. La médication permet au cerveau de faire le focus et que les stratégies qui sont mises en place soient plus efficaces. Plusieurs études scientifiques nous ont permis de comprendre que le cerveau des gens qui ont un déficit d'attention fonctionne différemment. Par exemple, en imagerie cérébrale, on est capable, avec certaines techniques, d'aller voir les zones du cerveau qui s'activent quand on fait une tâche qui nécessite de l'attention soutenue. Les gens qui ont un déficit d'attention ont de la difficulté à activer certaines zones du cerveau et la médication renverse le processus pour le rendre presque normal. En neurosciences, ce qu'on comprend actuellement de l'efficacité des médicaments pour le déficit d'attention, c'est que tous les médicaments qui actuellement ont démontré
une efficacité pour réduire les symptômes du déficit de l'attention ont en commun de moduler des neurotransmetteurs qui s'appellent la dopamine puis la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs-là permettent de moduler l'attention, les mouvements, les comportements et les émotions. De quelle façon biologiquement le médicament agit? C'est qu'il va permettre soit d'augmenter la quantité de ces neurotransmetteurs-là qui est disponible pour être efficace, ou encore directement s'installer sur le récepteur qui pense avoir reçu le neurotransmetteur. J'entends souvent des questions par rapport à la prise de la médication dans le déficit d'attention. Est-ce qu'on donne de la médication aux bonnes personnes, dans le bon contexte? Une chose qui est importante de se rappeler, c'est qu'il faut d'abord avoir un diagnostic clair de déficit d'attention, qu'on ait mis en place les stratégies et regarder quels sont les impacts du déficit d'attention malgré les stratégies qui sont en place. Ça implique un suivi médical. Et dans le contexte où est-ce qu'il y a une décision clinique de commencer la médication, ensuite, ça va prendre une supervision médicale pour en faire l'ajustement. Tous les traitements pharmacologiques qu'on a pour le déficit d'attention ici au Canada ont été testés scientifiquement et ont été démontrés efficaces. Ce qui est important de savoir, c'est que l'approche doit toujours être individualisée. Il n'y a pas de recette magique. Il y a des gens qui répondent mieux à un type de médicament qu'à un autre. Le type de symptômes, l'âge, le poids de la personne ne nous permet pas de faire un choix entre un traitement versus un autre. Dans tous les cas, ça prend une supervision médicale pour, décider si une médication est nécessaire, faire l'ajustement des doses, vérifier l'efficacité, balancer versus les effets secondaires, et ensuite décider est-ce qu'on maintient ce traitement-là ou est-ce qu'on change. Les médicaments qui sont prescrits pour le déficit d'attention sont en général bien tolérés. L'important, c'est de savoir quels sont les effets secondaires potentiels et quoi faire s'ils se présentent, comment les gérer. Il ne faut pas se décourager. Ça se peut que le premier traitement ne soit pas le bon. L'important, c'est que si on a des questions par rapport à sa médication, des effets secondaires particuliers, d'en parler à un professionnel de la santé. Lorsqu'on a un déficit d'attention et qu'on prend une médication et que la médication fonctionne, c'est important à ce moment-là de coupler les périodes où est-ce qu'on prend notre médication à la tâche qu'on a à faire qui fait qu'on a besoin que la médication soit à bord. Dans un contexte comme ça, il ne faut pas oublier de la prendre. Il faut la prendre régulièrement. Il y a des trucs qui peuvent nous aider à se rappeler est-ce que je l'ai pris ou pas. Par exemple, un pilulier ou un Dispil va nous permettre de savoir ma médication a-t-elle été prise aujourd'hui. Se mettre un mémo ou une alarme sur son téléphone cellulaire, par exemple, peut nous aider aussi à se rappeler d'avoir pris sa médication. Un autre élément important, c'est de faire en sorte, dans la journée, de s'assurer que le moment où on en a besoin, la médication soit encore à bord. Quelqu'un, par exemple, qui travaille sur des horaires variables, va peut-être avoir à prendre sa médication sur des heures variables. L'étudiant qui a un cours de soir, ce soir-là, va avoir besoin de sa médication soit à bord. C'est bien important d'individualiser la prise, mais aussi de se rappeler et de se donner des outils de rappel pour bien gérer sa médication. Le traitement pharmacologique standard du déficit de l'attention ici au Canada consiste en 2 types de médicaments. Un type qui s'appelle les psychostimulants et un autre type qui s'appelle les non-stimulants. Les psychostimulants ont en commun d'agir rapidement. Au moment où est-ce qu'on le prend, dans l'heure qui suit, le traitement commence à faire effet. La durée d'action va varier selon le mode de libération. Donc, on parle de produits qui sont à libération immédiate, qui sont de courte durée, à libération intermédiaire qui fait une durée de peut-être 6 à 8 heures, et à longue durée qui peut avoir jusqu'à 10, 12, parfois même 14 heures d'effet. L'ajustement des doses pour un psychostimulant se fait relativement rapidement. On le fait en général à la semaine, ce qui nous permet de voir l'efficacité du traitement, mais aussi que le corps ait le temps de s'habituer aux effets secondaires. La médication agit la journée même, mais on ne fait pas
toutes les tâches dont on a besoin en une journée. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre plusieurs jours pour espacer notre ajustement. Donc, un ajustement de psychostimulant peut se faire en général à la semaine. Et l'important, c'est de commencer doucement et d'y aller par palier, parce qu'on ne peut pas prédire quelle va être la dose finale thérapeutique, ni par le poids, ni par la sévérité des symptômes. Les médicaments de type psychostimulant sont divisés en deux catégories selon le type d'ingrédients qu'ils contiennent. On a la famille des produits à base d'amphétamine et la famille des produits à base de méthylphénidate. C'est important de connaître le mécanisme de libération du psychostimulant parce que ça nous permet de comprendre la durée d'action du produit. Parmi les psychostimulants, on a plusieurs types de modes de libération qui sont disponibles. Si on prend les amphétamines, on a les modes de libération immédiate, où est-ce que le comprimé est digéré tout de suite dans le corps. On a de la libération intermédiaire qui est permise par une capsule qui se dissout un petit peu plus lentement. Et on a des libérations qui sont prolongées, qui sont permises actuellement selon deux types de mécanismes. Le premier, ce sont des granules. Alors, la granule a une épaisseur, finalement, que le corps doit digérer avant d'accéder au produit en tant que tel qui est actif. Et la moitié des granules est peu enrobée, puis l'autre moitié est très enrobée, ce qui fait finalement deux pics de libération. On a aussi un autre mode de libération qui s'appelle le promédicament. Dans le mode promédicament, le produit actif est collé sur une petite protéine et ça fait un produit qui lui-même n'est pas actif physiologiquement, donc ça ne fait rien, tant que dans notre corps, il n'y a pas un enzyme qui vient couper le lien et libérer le produit actif. Et la vitesse à laquelle cet enzyme-là travaille va faire en sorte que le produit est libéré doucement. Pour ce qui est des psychostimulants à base de méthylphénidate, on a plusieurs mécanismes de libération qui sont disponibles. On a les produits à libération immédiate, où est-ce que le comprimé se dissout rapidement, puis l'effet est de courte durée, d'à peu près 3-4 heures. On a un type de libération qu'on appelle en multicouche, où est-ce que les granules qui sont à l'intérieur de la capsule sont un peu comme un oignon avec des couches de médicaments, où est-ce que la couche extérieure nous donne une libération immédiate et la couche intérieure permet une libération prolongée pour un effet d'à peu près 10-12 heures. On a un autre type de libération qui s'appelle la pompe osmotique. Donc, ce mode de libération-là, c'est très high-tech. La capsule est étanche, sauf un petit trou. Il y a à l'extérieur une couche de médicaments qui nous donne la libération immédiate. Et à l'intérieur, on a une pompe qui fonctionne un peu comme une éponge et qui gonfle en cours de journée et qui pousse sur le médicament qui va sortir par le petit trou. Et ça donne un effet d'à peu près 10-12 heures. Il existe aussi d'autres modes de libération qui ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, comme par exemple les thèmes transdermiques ou encore les solutions orales où est-ce que le médicament est en suspension dans un liquide. Une autre chose qui est importante, c'est de savoir que les formulations dites génériques n'utilisent pas nécessairement le même mode de libération que le produit d'origine. Ce que ça peut faire, c'est que le produit générique n'aura pas nécessairement le même effet clinique compte tenu qu'il n'est pas libéré de la même façon. Les médicaments pour le TDAH qu'on appelle les non-stimulants n'ont pas le même mécanisme d'action que les psychostimulants. L'ajustement des doses se fait de façon beaucoup plus progressive parce que l'effet clinique prend du temps avant de se mettre en place. Ça peut prendre 1, 2, 3 semaines, des fois des mois avant de voir le plein effet d'un non-stimulant. Donc, dans ce contexte-là, comment qu'on ajuste? On va commencer à la plus petite des doses et on va augmenter en général aux 2 semaines. On va balancer entre est-ce qu'il y a un effet clinique qui commence à s'installer, est-ce qu'il y a des effets secondaires. C'est important d'être patient quand on installe un non-stimulant et de comprendre que ça va prendre du temps avant de voir les effets bénéfiques de la médication. Contrairement aux psychostimulants, il semble y avoir un lien entre la dose éventuellement efficace d'un non-stimulant et le poids de la personne qui a le déficit d'attention. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la dose qui est efficace, la durée d'action d'un non-stimulant peut être toute la journée. Dans ce contexte-là, l'utilisation du non-stimulant peut entraîner une couverture des symptômes beaucoup plus égale du matin jusqu'au soir. Dans la famille des non-stimulants, on retrouve différents produits qui se distinguent par leur mécanisme d'action selon l'ingrédient actif qu'ils contiennent.
La tamoxétine travaille principalement sur la noradrénaline, alors que la guanfacine à libération prolongée mime l'action de la noradrénaline sur un récepteur spécifique. L'efficacité d'un non-stimulant va se voir de façon progressive. Ça prend du temps avant que l'effet s'installe. Quand l'effet est là, ça dure à peu près toute la journée. Cependant, en général, on a moins de répondeurs aux non-stimulants qu'on peut l'avoir au niveau d'un psychostimulant. C'est pour ça que les médicaments proposés en premier lieu sont un psychostimulant, ou encore qu'on propose un non-stimulant quand l'utilisation d'un psychostimulant n'est pas indiquée pour une personne en particulier. Dans certains cas très spécifiques, on peut combiner un non-stimulant à un psychostimulant. Il est important de comprendre le fait que tous ces produits-là sont différents, de se rappeler qu'il faut individualiser le traitement. Et ça, c'est important de s'asseoir avec son professionnel de la santé pour discuter dans le cas qui m'intéresse. Quelles sont mes options? Le traitement du TDAH vise à améliorer le fonctionnement des gens qui ont un déficit d'attention. L'approche est multimodale, ça comprend des stratégies adaptatives et, à l'occasion, une médication. La médication peut avoir des effets indésirables. Ce qu'on vise, c'est l'effet thérapeutique, mais s'il y a des effets secondaires, c'est important de pouvoir en parler à son professionnel de la santé pour en discuter puis trouver des solutions. Il y a certains principes qui peuvent aider à réduire l'apparition des effets secondaires, entre autres, ajuster lentement un médicament permet au corps de s'habituer. Plutôt que de commencer rapidement à une dose qui est thérapeutique, on est mieux de commencer par une plus petite dose et monter doucement. Ça, c'est un des principes gagnants pour réduire les effets secondaires. Un élément intéressant à noter quand on a un effet secondaire, c'est l'heure à laquelle il se présente. Par exemple, si l'effet secondaire apparaît dès que je viens de prendre le médicament, peut-être qu'il est libéré trop vite. Si l'effet secondaire est en fin de dose, peut-être que si je changeais de mode de libération, il y aurait moins d'effets secondaires à ce moment-là. C'est important d'en parler à son médecin parce que le médecin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer est-ce qu'on change de produit, est-ce qu'on change de mode de libération et ces éléments-là vont lui permettre de mieux répondre à cette question. Quand on fait le bilan par rapport à l'utilisation de la médication, ses effets thérapeutiques, les effets secondaires, puis qu'on fait le constat que oui, la médication fonctionne bien, mais on a des effets secondaires qui persistent, il y a des choses à considérer. 1, est-ce qu'on a essayé toutes les options de traitement qui existent? Si la réponse est non, on change de traitement. On essaie tout ce qui existe, c'est juste ce médicament-là qui fonctionne, mais on a des effets secondaires. Peut-être qu'on pourrait réduire la dose pour à ce moment-là avoir peut-être un peu moins d'efficacité, mais au moins une meilleure tolérabilité. Ou encore, on se dit, on prend une pause. On interrompt le traitement, on met encore toutes nos stratégies en place, ou encore on utilise de façon ponctuelle le traitement les journées où on en a vraiment besoin, sachant qu'on aura des effets secondaires cette journée-là. L'important, c'est de balancer ce qu'on gagne à prendre le traitement versus les effets secondaires. Dans notre recherche d'équilibre pour le traitement du déficit de l'attention, c'est sûr qu'on a mis nos stratégies adaptatives en place. Notre décision, est-ce que je prends une médication ou pas, elle est quotidienne et toujours balancée entre ce que je gagne avec ma médication et les effets secondaires que j'ai. Et est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que je pourrais mettre en place ou des stratégies que j'avais un peu délaissées, que je pourrais réinstaller. Souvent, j'entends aussi des questions sur est-ce qu'il y a des produits naturels qui peuvent m'aider? Y a-t-il une alimentation spéciale pour les gens qui ont un déficit d'attention? L'alimentation, c'est suivre le guide alimentaire canadien. Il y a des études émergentes sur la supplémentation avec des acides gras d'origine marine qui pourraient peut-être aider la concentration. Donc ça, c'est une option à considérer. Faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, dormir, bien manger, avoir du fun, restera toujours la base du traitement. Quand on prend une médication pour le déficit d'attention, c'est important de savoir quoi faire en présence d'effets secondaires. Et là, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les stratégies effets secondaires par effet secondaire. Dans les situations où est-ce que la médication pour le déficit d'attention entraîne une réduction d'appétit, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'alimentation en tant que telle en prenant des plus petits repas,
en augmentant le nombre de repas par jour, en utilisant les périodes de la journée où est-ce qu'on a un meilleur appétit pour prendre un repas plus consistant. Ça pourrait être même en fin de soirée. On peut aussi augmenter l'apport calorique du repas en tant que tel en ajoutant par exemple du fromage ou encore en présentant le repas autrement, sous forme liquide. On pourrait prendre par exemple pour un petit déjeuner un smoothie plutôt qu'un déjeuner classique. Dans les cas où est-ce que la médication est associée à de la nausée, un fond de mal de cœur ou encore des douleurs abdominales, une des solutions qui peut être apportée est de prendre la médication après le repas. Donc, la médication tombe dans un estomac plein de nourriture, ce qui est moins irritant en tant que tel pour le système digestif. On se rappelle que la médication pour le déficit d'attention exerce un effet stimulant pour le cerveau. Encore là, une question de dosage. Quand la stimulation est trop forte, on pourrait avoir des effets secondaires sur l'humeur. On pourrait se sentir plus irritable ou plus tendu, anxieux. À l'inverse, certaines personnes vont dire que quand la médication est trop forte, ils se sentent comme zombies, comme trop sur la tâche. Ils n'ont plus envie de s'amuser, ils sont juste sur la tâche en tant que telle. Que ce soit un effet secondaire de surstimulation de type anxiété, de se sentir tendu ou se sentir zombie, c'est un indice que la médication est trop forte et qu'il faudrait réduire la dose. C'est important d'en parler à son professionnel de la santé. La médication pour le déficit d'attention entraîne parfois comme effet secondaire des tensions musculaires ou encore des maux de tête. Quand ça arrive et que l'effet secondaire est, je dirais, minime ou léger, on laisse passer et puis ça va partir. Si l'effet secondaire est un petit peu plus fort, il y a une tension ou une douleur qui est plus importante au niveau des maux de tête, à ce moment-là, la prise de l'acétaminophène, par exemple, pourrait aider à réduire la céphalie au moment où elle est là. Dans les cas où est-ce que c'est persistant, où est-ce que c'est très fréquent, à ce moment-là, on ne rajoute pas quelque chose pour enlever l'effet secondaire, on en parle à son médecin pour changer de médication. Plusieurs personnes qui prennent une médication pour le déficit d'attention rapportent une sensation de bouche sèche. Une chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est s'hydrater davantage. On peut aussi utiliser de la gomme. En mâchant, on va sécréter plus de salive et ça va réduire la sensation de sécheresse dans la bouche. Une chose qui est importante, si on présente un effet secondaire de bouche sèche, c'est de se rappeler que notre salive nous protège contre la carie et c'est important à ce moment-là de bien se brosser les dents pour réduire le risque de développement de carie. La médication qu'on utilise pour le déficit d'attention peut parfois modifier le rythme cardiaque ou la pression artérielle. Les psychostimulants, la tamoxétine, c'est plutôt vers la hausse. Donc, la personne pourrait sentir comme des palpitations, sentir son cœur battre plus fort ou sa pression, qu'on mesure avec un brassard, pourrait monter un peu. En général, c'est très léger et ça n'a pas d'implication clinique. Mais si c'est plus fort que ça, c'est très important d'en parler à son médecin. Maintenant, à l'inverse, la guanfacine peut réduire le rythme cardiaque et faire baisser la pression. À ce moment-là, les stratégies vont être contraires, c'est-à-dire on va augmenter l'apport liquidien pour monter la tension artérielle et puis on va dire à la personne de se lever tout doucement pour pouvoir prévenir les chutes de pression. Dans les deux cas, si on sent des symptômes sur le plan du rythme cardiaque ou si on constate que la tension artérielle est modifiée par notre médication, c'est bien important d'en parler à son docteur. Le déficit d'attention peut entraîner des troubles du sommeil. La personne qui a un déficit d'attention peut avoir une certaine agitation qui l'empêche de dormir, peut procrastiner pour ne pas aller se coucher et peut aussi avoir un sommeil agité. La médication qu'on utilise pour traiter le déficit d'attention, si elle entraîne un effet secondaire d'être plus alerte, à ce moment-là, on va avoir aussi plus de difficultés à s'endormir. Dans les situations où est-ce que la médication entraîne des difficultés à aller s'endormir, peut-être que l'heure de prise de la médication pourrait être modifiée ou de changer de mécanisme de libération pour avoir une médication qui nuirait moins au sommeil. Certaines personnes qui prennent une médication pour le déficit d'attention, particulièrement les non-stimulants, décrivent une certaine sensation d'être écrasé ou comme plus amorti ou une fatigue physique ou une fatigue mentale. Lorsque ça se présente, si ça persiste, c'est un indice que la médication est trop forte et qu'il faudrait réduire la dose. C'est important d'en parler à son professionnel de la santé. Dans tous les cas,
qu'on ait un problème de sommeil ou une sensation de fatigue, c'est important d'être capable de jauger de son niveau énergétique, de travailler avec nos stratégies adaptatives pour notre déficit d'attention, pour ne pas aussi se pousser au maximum, ce qui entraîne aussi de la fatigue qui se rajoute à ces effets secondaires. Le TDAH, c'est un trouble neurologique qui entraîne des difficultés à moduler l'attention, à moduler les mouvements, à moduler les comportements, les émotions. Mais ce n'est pas les symptômes qu'on veut réduire quand on installe un traitement, c'est les impacts du déficit d'attention. Une chose qui est importante à se rappeler, on n'est pas responsable d'avoir un TDAH ou pas, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Mettre en place un traitement, ça veut dire aller chercher l'aide nécessaire. Ça veut dire s'adapter, adapter son environnement, adapter sa façon de faire et faire le choix, est-ce que j'ai besoin d'une médication ou pas, et de s'entourer des professionnels dont on a besoin. Il faut se rappeler que c'est une personne qui a le déficit d'attention. Il faut individualiser l'approche et c'est cette personne-là qui va réussir à travers tout ça à trouver sa bonne paire de lunettes.